Très bien. Il s'agit ici d'une série d'idées. Il est donc vraiment important que vous fassiez attention et que vous compreniez comment ces idées sont liées entre elles. Si je ne suis pas clair, posez-moi une question. En fait, prenez l'habitude de poser autant de questions que possible. Parce que c'est comme ça que vous apprendrez davantage. L'apprentissage sera plus amusant pour vous et il sera aussi beaucoup plus clair. Prenons donc l'habitude de poser des questions. Alors, dès que je suis confus, dès que je parle trop vite, dès que vous comprenez pas, interrompez-moi. Faisons en sorte que cela se produise. Très bien. Pour commencer, je souhaiterais tout d'abord vous parler d'Emmanuel. Nous parlerons beaucoup de lui ce semestre, car il est le plus grand philosophe de l'histoire occidentale. Et il nous enseigne, il nous a appris comment fonctionne le monde. Et voici ce qu'il nous a dit. Il nous a dit ça. Nous ne pourrons jamais connaître la réalité objective. Il existe une réalité objective, ce qu'il appelle le nomana. Ouais, les choses. En elles-mêmes uniquement. Cela nous est inconnu. C'est un monde auquel nous n'aurons jamais accès. Parce que nous percevons le monde grâce à nos sens. Nos sens, notre perception déforme le monde et le transforme en une structure que nous pouvons traiter, appelée phénomène. Quelles sont les choses qui nous apparaissent? Donc, l'exemple, c'est le temps et l'espace. Le temps et l'espace n'existent pas en dehors de nous. Le temps et l'espace n'existent pas dans la réalité. Mais pour que nous puissions comprendre la réalité, nous devons y ajouter le temps et l'espace. C'est l'exemple. En d'autres termes, et c'est vraiment important, la réalité est ce que nous imaginons qu'elle est. Il n'existe pas de réalité objective. La réalité est ce que nous imaginons qu'elle est. La vie est un processus constant, un acte permanent d'imagination. C'est Emmanuel Kant. C'est la première idée que je veux que vous compreniez. Ce que je veux faire dans ce cours, ce semestre, c'est vous former, vous enseigner ou vous inspirer à développer votre imagination pour que vous voyiez le monde beaucoup plus clairement. Ce cours ne porte pas sur ce qu'il faut penser. Il s'agit de comment penser. Très bien. Alors, laissez-moi vous expliquer la structure du cours. Il y a le passé, il y a le présent, et il y a le futur. Nous allons examiner les trois ce semestre. Le passé, le présent et le futur. Nous allons analyser les trois afin de construire une réalité plus objective pour nous-mêmes. Nous n'y arriverons pas. Nous échouerons. Mais le fait d'essayer entraînera notre esprit à penser de façon beaucoup plus critique le monde qui nous entoure. Alors, laissez-moi vous expliquer comment dans le présent. Nous avons la géopolitique. Quand nous étudions la géopolitique, par exemple, pourquoi y a-t-il la guerre en Ukraine? Pourquoi y a-t-il la guerre au Moyen-Orient? Que va-t-il se passer? Nous allons étudier la géopolitique et essayer de comprendre pourquoi cela se produit. Nous allons essayer de formuler un modèle éthique de la géopolitique, un modèle analytique. Nous utiliserons ensuite ce modèle analytique pour faire des prédictions sur l'avenir. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que ces prédictions nous diront si notre modèle analytique est correct ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas différent de l'intelligence artificielle. Comment savoir si votre intelligence artificielle, si le modèle est correct ou non quand vous le testez face à la réalité? Il n'y a aucune différence entre ce système d'intelligence artificielle et ce que nous essayons de faire ici. Et pourquoi faisons-nous cela? Parce que si nous sommes capables d'avoir un modèle écho qui fait des prédictions correctes, alors nous prenons tout cela et nous revenons en arrière pour analyser le passé afin de révéler l'histoire secrète du monde. Il s'agit d'un projet de recherche passionnant que nous avons décidé d'entreprendre tout au long de ce semestre, afin de tenter de mettre en lumière par nous-mêmes les aspects les plus secrets de l'histoire de l'humanité. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais toute l'histoire que vous apprenez à l'école, ou cette histoire que vous pensez connaître, elle est fausse. Toute l'histoire que vous pensez connaître aujourd'hui, cette version des faits à laquelle vous croyez si fermement, n'est en réalité qu'un système complexe implanté dans vos esprits par des individus extrêmement influents et puissants, n'est-ce pas? Donc, la question véritablement fondamentale que nous allons examiner ensemble tout au long de ce semestre, c'est vraiment celle-ci. De quelle manière précise le pouvoir s'exerce-t-il réellement dans notre société?
Parce que si nous arrivons à comprendre cela, alors vous atteindrez la libération. Vous atteindrez la liberté. Vous comprendrez comment vous êtes manipulé par les autres. Et donc, vous serez libre. Vous serez en mesure de vivre comme vous le souhaitez, de voir le monde tel qu'il est vraiment pour vous. Alors, laissez-moi vous donner 3 exemples concrets de la façon dont le pouvoir fonctionne. Pour commencer avec le tout premier exemple concret, c'est l'argent. Faisons une expérience de pensée. Je suis une banque. Je décide que je veux ouvrir une banque. Et maintenant, vous avez le droit de déposer de l'argent à la banque. Vous vous réunissez tous et vous déposez 5 millions de dollars à la banque. Non, pas 5 millions de dollars. Pourquoi mettez-vous 5 millions de dollars dans ma banque? Parce que je vous promets un intérêt de 1%, n'est-ce pas? Un intérêt de 1%. C'est vraiment une bonne affaire. Mais maintenant, parce que je vous dois de l'argent, n'est-ce pas? Je vous dois 1% d'intérêt. Je dois maintenant gagner de l'argent pour moi-même. Donc, j'ai un ami qui veut ouvrir un restaurant et il me dit qu'il a besoin de 5 millions de dollars pour le construire. Et après 1 an, je rembourserai avec 10% d'intérêt. 10% d'intérêt. Donc, je fais un bénéfice de 9% et je peux utiliser ça pour payer mes employés, me verser un salaire, construire un nouveau bâtiment. Bon, maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ça. Je suis la banque. J'ai 5 millions de dollars en dépôt. Ensuite, j'ai accordé un prêt de 5 millions aujourd'hui. Combien d'argent y a-t-il à la banque? Combien d'argent ai-je maintenant? J'ai reçu 5 millions de dollars de votre part, puis je les ai donnés à quelqu'un d'autre. Combien d'argent as-tu en poche actuellement? 0. Et 0, n'est-ce pas? Il devrait être égal à 0. Logiquement, la réponse est 0. En fait, 0 est la réponse qu'on vous enseigne en économie. C'est ce qu'on vous apprend? Ouais. 0 n'est pas la réponse à ce qui a été enseigné. Vous ne pouvez pas prêter tout l'argent que vous possédez. Par exemple, s'ils imposent une limite, genre 25%, je sais pas, peut-être 10, vous ne pouvez donc prêter que 4 millions environ. C'est vraiment bien. En économie, on apprend donc le concept du système de réserve fractionnaire. Qu'est-ce que la réserve fractionnaire? Comme vous le dites, vous devez laisser derrière vous une certaine somme d'argent. Cela pourrait être 7%, cela pourrait être 10%, cela dépend du pays. Bon, disons 10%. Donc théoriquement, je peux effectivement prêter 5 millions de dollars. Et je prête que 4,5 millions de dollars. C'est aussi la loi. Bon, disons que je laisse 4,45 millions de dollars, d'accord? Combien d'argent ai-je à la banque? Ouais, un demi-million, droite. Donc encore une fois, c'est ce qu'on vous enseigne en économie. Voilà, ce qui est logique. Droite, la bonne réponse. Ce qui se passe réellement dans la vie, c'est que vous disposez maintenant de 9,5 millions de dollars. C'est la bonne réponse. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se passe dans la réalité. Et comment le sait-on? Parce qu'au cours des 20 dernières années, des banques chinoises comme la Banque de Chine, la Banque d'industrie et de commerce, la Banque agricole de Chine, si vous cherchez ces banques sur Google, vous verrez que ces 20 dernières années, ces banques sont devenues les plus grandes du monde. Comment cela s'est-il produit? Est-ce parce que les Chinois sont devenus riches et ont mis tout leur argent à la banque? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces banques ont commencé à prêter de l'argent aux entreprises, au gouvernement, aux particuliers, pour construire des gratte-ciel, pour construire des routes. En d'autres termes, les banques ont commencé à créer de l'argent à partir de rien afin de financer les projets d'infrastructure de la Chine. Et c'est ce que les banques ont le droit de faire. Et elles ont le droit d'imprimer de l'argent, de créer de l'argent à partir de rien. Est-ce que ça a du sens? Alors, la question c'est... Ah, attendez une seconde. C'est un peu absurde, non? Comment ce système est-il apparu? Comment a-t-il été créé? Bon, en fait, il y a une explication très simple sur l'origine de ce système. Laissez-moi vous expliquer l'histoire et l'origine de ce système. Au tout début de cette histoire, ce sont principalement les marchands et les grands négociants qui faisaient de la finance, tout simplement parce qu'ils avaient un besoin crucial d'argent pour pouvoir financer leurs expéditions et ainsi faciliter le commerce international. Et certains marchands sont devenus extrêmement riches, et par la suite, quand ils sont devenus extrêmement riches et influents, ils ont alors fondé de grandes institutions bancaires pour soutenir activement le commerce ainsi que d'autres marchands.
ces banques effectuaient principalement leurs échanges avec de l'or pur, car ce métal précieux constituait alors la toute principale source de richesse et la réserve de monnaie la plus importante de l'époque. Donc, ce qui se passait concrètement à cette époque, c'est que vous veniez déposer l'intégralité de votre argent ainsi que votre or à la banque afin de les mettre en parfaite sécurité dans leur coffre. Et en échange, la banque vous remettait un contrat officiel en guise de preuve de dépôt. N'est-ce pas? Un contrat, c'est simplement un document qui dit « Merci de m'avoir confié votre or. Je promets de vous rendre votre or à tout moment où vous le demanderez. » Et c'est ce qu'on appelle un reçu, n'est-ce pas? Et cela permettait un commerce plus simple et plus efficace. Parce que maintenant, je peux prendre ce contrat et aller en Angleterre. D'accord, peut-être que je suis basé en Italie, mais maintenant je peux aller en Angleterre et dire « Écoutez, j'ai besoin de vous acheter du coton ou des bananes. » Et la personne me répond « Eh bien, qu'est-ce que tu me donnes en échange ?»« Je vais te donner de l'or, non? Donc je prends le reçu et je te le donne. » Et pourquoi faisons-nous cela? Parce que c'est beaucoup plus simple que de donner de l'or aux autres. Et donc, ce système faciliterait le commerce dans le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est moi la banque. J'ai tout cet or et je veux gagner de l'argent avec, donc je veux le prêter à d'autres personnes. Alors, d'autres commerçants vont venir me voir et me dire « Écoute, j'ai besoin d'or. Est-ce que tu peux me prêter de l'or ?» C'est bien ça? Mais je lui dis « Oui, mais si je te donne l'or, t'as un problème de sécurité. » Ce n'est pas pratique pour toi. Alors, pourquoi est-ce que je te donne pas plutôt un reçu, un contrat? Tu comprends? En réalité, c'est parce que tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un simple petit contrat officiel. Tout ce qu'il me faut, c'est juste un reçu pour pouvoir aller faire du commerce dans d'autres endroits, non? Donc, en faisant tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement réussi à doubler toute la quantité d'or qui se trouve dans ma banque. Tu vois? J'ai créé de l'argent à partir de rien. Donc, l'or est toujours à 5 millions. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, les reçus représentent 5 millions plus 5 millions. Donc, théoriquement, j'ai maintenant 10 millions à la banque, tu vois. Voilà comment fonctionne l'argent et la finance. Mais il y a un problème avec ce système. Quel est le problème avec ce système? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une bonne question. D'accord. Pourquoi est-ce que les gens me font confiance? La réponse est très simple. La réponse, c'est que pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les gens n'avaient pas besoin d'argent. Si tu étais une personne normale, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais dans un village à cultiver des récoltes? Si tu voulais par exemple obtenir de nouvelles choses, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais du troc avec quelqu'un d'autre? Non? Peut-être avez-vous une chèvre qui m'intéresserait? Eh bien, alors moi, je vous l'échangerais contre une vache. Nous n'avions donc pas vraiment besoin d'argent. Ainsi, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, personne n'a eu besoin d'argent. Ce n'est que dans certaines circonstances que vous auriez besoin d'argent. Prenons l'exemple du mariage. Droite. Ainsi, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'argent a représenté une dette impayable. Oh, désolé. Une dette impossible à rembourser. Donc, par exemple, une situation très courante serait que toi et moi, nous battions et que je te tue. En théorie, ta famille ne devrait pas venir me tuer en retour. Mais évidemment, cela créerait beaucoup de problèmes, non? Donc, pour régler le différend, je te donnerai de l'argent à ta famille, car l'argent était symboliquement destiné à dire « Je suis désolé de t'avoir tué ». C'est une dette qui ne pourra jamais être remboursée. C'est à cela que servait l'argent. Dans la plupart des cas, à travers l'histoire de l'humanité, l'argent n'avait pas vraiment d'utilité concrète. C'était symbolique. Mais avec l'essor du commerce et des marchands, ils avaient besoin d'argent pour faciliter les échanges. Mais ces marchands se connaissaient tous, donc ils se faisaient confiance de toute façon. Donc l'argent était un mécanisme pour leur permettre de échanger plus facilement. Est-ce que ça a du sens? Très bien. Bon, revenons à la question. Ce système a l'air super. Je peux imprimer de l'argent? Rien. Mais il y a un problème avec le système. Quel est le problème? Il y a un problème, Youssou. D'accord, c'est une excellente question. D'accord, là. Est-il possible de falsifier le contrat? C'est un très bon point. Le problème est le suivant. Donc la réponse est qu'ils se connaissaient tous de toute façon. C'est un cercle très restreint. Là encore, nous n'avons pas atteint l'ère moderne où beaucoup de gens utilisent l'argent. Si tel le cas, alors la fortune devient un problème. Nous en reparlerons lors des prochains cours. La contrefaçon. Mais à l'heure actuelle, la contrefaçon n'est plus vraiment un problème majeur. Il y a en réalité un problème plus important. Et c'est un problème énorme. Quel est le problème? J'ai 5 millions de dollars en or, n'est-ce pas?
Il y a environ 10 millions de dollars en or en circulation sous forme de reçus. Quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que si tout le monde veut de l'or en même temps, je fais faillite, non? Parce que je perds ma réputation. Le contrat stipule qu'à tout moment où vous voulez l'or, je dois vous le donner. Mais si j'ai, par exemple, s'il y a 100 millions de dollars en contrat sur l'or, mais que je n'ai que 10 millions de dollars en or, il suffit que 15 millions veuillent récupérer leur or, et là je suis fichu. C'est ce qu'on appelle une panique bancaire. Une panique bancaire. Et c'est un énorme problème pour les commerçants. Il y a aussi un autre problème avec ce système. Et le problème, c'est celui-ci. À qui est-ce que je prête généralement mon argent? Est-ce que vous savez si je suis une banque, si je suis un commerçant, à qui je prête habituellement mon argent? Aujourd'hui, on prête l'argent aux entrepreneurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'entrepreneurs. Il y avait des rois et des nobles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tout le temps? Pourquoi avaient-ils besoin d'argent? Pour faire la guerre. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a une demande d'or. Parce que si je suis un roi, j'ai besoin de faire la guerre, généralement contre mon frère ou quelqu'un d'autre, pour contrôler ce territoire. Maintenant, le problème avec ça, c'est que je pourrais me faire tuer. Et dans ce cas-là, oups. Mais aussi, ce qui est bien plus courant, c'est que le roi dise « va te faire voir ». Paf, je n'ai pas besoin de te rembourser. Donc, en fait, il y a beaucoup de risques avec ce système. Au fil du temps, mettez en place un système pour atténuer ou réduire ce risque. Que ferait-il? Il créerait des cartels. Les cartels ne sont que des partenariats. Il se peut donc que cette banque travaille avec une autre banque et qu'elle travaille avec une autre banque à travers l'Europe. Et ces cartels se forment généralement par le biais de mariages mixtes, n'est-ce pas? Ils se marieraient l'un avec l'autre. Ils ont été réunis. Et de cette façon, disons 15 millions de reçus veulent récupérer l'or, mais il n'y en a que 10 millions. Eh ben, devinez quoi? Il suffit d'aller voir une autre banque. Et imaginons qu'un roi décide « je ne vais pas vous rembourser ». Bant. Eh bien, votre banque s'associe à d'autres banques pour se trouver un nouvel ennemi, renverser le roi et récupérer l'argent. Vous comprenez? Et ce système, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la banque centrale. Et ce que vous allez apprendre dans ce cours, c'est que la banque centrale contrôle le monde aujourd'hui. Ce qui est vraiment et fondamentalement important dans ce système, c'est qu'il repose entièrement sur l'exercice du pouvoir. Et le pouvoir, c'est la capacité de transformer le néant, l'argent, le contrat, en tout. C'est ça, l'argent. Vous voyez? Donc, on vit dans un monde où les banques peuvent imprimer de l'argent, n'est-ce pas? Alors, maintenant, posons-nous une question. Attendez une seconde. Si les banques peuvent imprimer autant d'argent qu'elles veulent, pourquoi y a-t-il de la pauvreté? Parce qu'on pourrait simplement donner de l'argent aux pauvres et ils seraient plus pauvres. Est-ce qu'on a de la pauvreté? S'il y a toute la nourriture qu'on veut dans le monde, pourquoi y a-t-il encore des gens qui meurent de faim? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de limite. Donc, nous n'avons pas de ressources limitées. Nous avons la rareté, n'est-ce pas? Voilà, donc la réponse courante. Rareté. La pauvreté est due à la rareté des ressources. Mais je vous l'ai déjà dit, ils peuvent imprimer de l'argent à partir de rien. L'argent est donc infini. L'argent est une ressource infinie. Alors, pourquoi sommes-nous là? Alors, pourquoi y a-t-il des pauvres? C'est un peu étrange. Notre corps, vous savez, sert juste au commerce. Leurs ressources restent limitées. Et vous savez, le besoin réel, comme les besoins réels. Toi. Voyez, voilà ce qui se passe. Vous croyez tous que l'argent est rare. Je viens de passer les 10 ou 20 dernières minutes à vous expliquer que ce n'est pas rare, c'est infini, parce que ce n'est qu'un chiffre. Nous pouvons à tout moment imprimer autant d'argent que nécessaire. Voilà comment fonctionne le pouvoir. Le pouvoir vous a lavé le cerveau et vous a fait croire quelque chose de faux. On vous a appris dès le premier jour que l'argent était rare. Mais ce n'est pas rare, c'est infini. Et peu importe ce que je vous dis, vous continuez à croire ça. Donc il faut vraiment que vous sortiez ça de votre tête. L'argent n'est pas rare, il est infini. Revenons donc à la question. Pourquoi y a-t-il de la pauvreté dans ce monde? Pourquoi des gens meurent-ils de faim dans la pauvreté? Pourquoi y a-t-il des inégalités dans ce monde? Pourquoi y a-t-il des pauvres? Pourquoi y a-t-il des riches? Quelle est la réponse? Parce que c'est rare. Alors les gars, c'est incroyable. Vous n'arrivez pas à sortir ça de votre tête? Vous pensez que l'argent est rare? Vous pensez qu'il n'est pas possible d'imprimer de l'argent à l'infini, alors que je vous ai déjà dit que c'était possible? Parce qu'ils le font tout le temps.
Ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas que tout le monde en profite de la même façon. Oui, Parce qu'on veut pas que tout le monde ait de l'argent. Les puissants ne veulent pas ça. Voilà la réponse, de toute façon. Et pourquoi? Est-ce que sinon, plus personne ne travaillerait? Tu comprends? Le but de mettre de l'argent en circulation, ce n'est pas de te donner de l'argent. Le but, c'est de créer l'illusion que l'argent a de la valeur. C'est pour cette raison que tu travailles d'arrache-pied afin d'en obtenir le plus possible. Mais pour te donner véritablement envie d'avoir de l'argent, je me dois de mettre en place une forme de misère artificielle. Tu comprends, non? S'il n'y avait pas de pauvres, tu n'aurais pas envie d'être riche. C'est seulement parce que tu vois des gens souffrir que tu veux aller gagner de l'argent pour toi. Qu'est-ce que tes parents te disent? Tes parents te disent « travaille bien à l'école, gagne beaucoup d'argent, sinon tu vas finir comme un pauvre ». Non? Eh bien, tu sais quoi? S'il n'y avait pas de pauvres, tes parents ne pourraient pas te dire ça. Et tu n'aurais pas envie de travailler dur à l'école, non? C'est pour ça qu'il y a de la pauvreté. Parce que la pauvreté crée l'illusion que l'argent a de la valeur. En d'autres termes, la pauvreté n'est pas quelque chose que tu t'infliges à toi-même. C'est ce que les puissants t'imposent. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. Vous avez étudié un peu l'économie, non? Pourquoi est-ce qu'il y a, par exemple, des crises? Des crises? Par exemple, il y a un crack boursier, ou bien l'économie s'effondre et des gens perdent leur emploi. Pourquoi est-ce qu'il y a des crises? Exactement. On ne t'apprend pas ça en cours d'économie. C'est un peu bizarre, non? Le but des crises, c'est de détruire de l'argent. Pourquoi faut-il détruire de l'argent? Parce que s'il y a trop d'argent dans le système, les gens n'ont plus besoin de travailler. Donc il faut détruire cet argent pour que les gens aient l'impression que l'argent est rare. Est-ce que cela vous paraît logique? Alors pourquoi avons-nous des guerres? What? Alors pourquoi y a-t-il des guerres dans le monde? Parce qu'ils se disputent des ressources rares, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà dit, la rareté est un mensonge. La véritable raison est que la guerre vise à détruire la richesse. Pour vous faire croire que l'argent a de la valeur. Vous comprenez? Vous jouez à World of Warcraft ou à ce genre de jeu, n'est-ce pas? Devinez quoi, les gars? Monde Warcraft. Dans notre monde, il n'y a absolument aucune différence. Vous avez juste passé votre temps à travailler dur pour obtenir des crédits afin d'acheter des choses, alors que les crédits pourraient simplement tomber du ciel. Parce qu'ils pourraient faire ça, non? Ils pourraient en fait programmer le moteur pour créer de l'argent à partir de rien. Vous ne feriez rien de vos journées. Vous ne joueriez même pas au jeu. C'est uniquement parce que vous croyez qu'il y a de la rareté dans le monde et qu'il faut travailler dur pour obtenir de la richesse que vous faites quoi que ce soit. Tu comprends ça? Donc, ce monde dans lequel on vit, c'est une illusion totale, créée par les banques centrales pour nous faire travailler le plus possible. Parce que la vraie valeur, ce n'est pas l'argent. La vraie valeur, c'est le travail qu'on fournit. Est-ce que ça vous paraît clair, les gars? Très bien, ça va? Vous avez dit que la rareté est une illusion, c'est bien ça? Mais je comprends tout à fait l'idée que l'argent peut être imprimé de manière totalement infinie par les banques centrales, alors que, d'un autre côté, les ressources naturelles et les matières premières de notre planète sont par définition limitées et finiront par s'épuiser un jour ou l'autre si nous ne faisons pas attention à notre consommation globale. Si la nourriture et la terre sont illimitées, la rareté existe-t-elle encore pour d'autres ressources? La nourriture est une ressource limitée, non? Faites-vous une faveur, d'accord? Allez voir une décharge n'importe où à Pékin et regardez la quantité de nourriture gaspillée chaque jour. Si la nourriture était rare, pourquoi y aurait-il du gaspillage alimentaire? Si vous faites simplement le calcul, vous verrez qu'il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Il ne devrait pas y avoir de faim ni de famine. C'est une crise artificielle. Est-ce que c'est clair? Donc, tu as raison sur ce point. Oui, la nourriture n'est pas infinie, mais elle est abondante. Il y en a beaucoup, assez pour nourrir les gens. Très bien. Encore une fois, vous êtes coincé dans une mentalité de pénurie. C'est très convaincant. Donc, passons à autre chose. C'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard. Parce que je ne peux pas vous convaincre aujourd'hui, ce matin, que tout ce que vous croyez sur le monde et sur vous-même est faux. Vous êtes toujours bloqué là-dedans. Genre, d'accord, il y a de la rareté. Et t'as raison, il y a de la rareté. Mais on vit aussi dans un monde d'abondance. Et beaucoup de choses que tu crois ne sont que des idées fausses sur le monde. D'accord, donc on y reviendra plus tard. Donc, passons à la suite, d'accord? Donc, on a déjà parlé de l'argent, non?
Maintenant, passons à une autre question. Parlons du bonheur. La question pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux? Allez, qu'est-ce qui te rend heureux? Comment peut-on vivre une vie heureuse? Eh bien, évidemment, l'argent, non? Si tu as beaucoup d'argent, ça va te rendre heureux. Quoi d'autre? Exactement, le pouvoir, non? Bien sûr, le pouvoir. La liberté. Liberté. Ouais, quoi d'autre? Relations. Les relations, oui, bien sûr. Tu as de bons amis, n'est-ce pas? Genre plein d'amis. Quoi d'autre? D'accord, mon amour, n'est-ce pas? L'amour, bien sûr. Comme les jeux vidéo, j'imagine. Des vacances, plein de choses. Voici ce que vous découvrirez à propos de cette liste. Vous êtes en train de réfléchir très sérieusement à cette notion de bonheur purement individuel. Et c'est en fait unique dans l'histoire de l'humanité. Si vous remontiez dans le temps, il y a 500 ans, et que vous demandiez aux gens « Comment peut-on être heureux ?» ils se concentreraient davantage sur le bonheur collectif. Autrement dit, si votre communauté n'était pas heureuse, vous ne pouviez pas l'être non plus. Donc, l'idée même de l'individu est nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Avant, on comprenait que si l'on voulait mener une vie heureuse, il fallait prendre soin de sa famille. Il faut prendre soin de sa communauté. Pour eux, pour nous, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le bonheur signifiait aider les autres, faire preuve de générosité envers autrui. Donc, par exemple, imaginons que je parte quelque part et je me demande, puis je trouve beaucoup d'or, n'est-ce pas? Je reviens et quelle est la première chose que je fais avec tout cet or? Vous savez ce que je fais? Et là, on parle de l'époque ancienne. Creuser un trou et le mettre dedans. Oui, bien, non? On va creuser un trou et y mettre cet argent parce qu'on veut le transmettre à nos enfants. Ça, c'est une mentalité moderne. Mais qu'est-ce qu'on faisait avant? Et ça, c'était le cas dans toutes les sociétés. Si je devenais riche un jour, quelle serait la première chose que je ferais? Donc on va apprendre ça. Mais la première chose que les gens faisaient, c'était d'organiser un grand festin pour tout le monde. Ils dépensaient tout leur argent pour un grand festin. Parce que ce qui comptait, c'était ta réputation au sein de la communauté. Ce qui comptait, c'était ta générosité. Si tu devenais riche un jour, tu t'assurais que tout le monde dans la communauté profite de ta richesse, généralement en organisant un grand festin. Et devinez quoi, les gars? C'est vrai. En Chine, pendant la majeure partie de l'histoire chinoise, n'est-ce pas? Si tu viens d'un village chinois, que tu vas à Pékin, que tu ouvres un restaurant, que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu retournes dans ton village, quelle est la première chose que tu fais? Allez, les gars, tu organises un grand festin pour tout le monde. Donc c'est ancré en nous. Ben, comme tu dis, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que si tu as beaucoup d'argent, tu le caches sous terre ou tu le mets à la banque. Mais à l'époque, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, on dépensait tout pour organiser un grand festin. On voulait que tout le monde partage ce bonheur. Et c'est ça qui nous rendait heureux. Est-ce que tout cela vous semble clair? Avez-vous des questions à me poser? Vous avez mentionné que c'était entièrement une question de réputation. À partir d'un certain niveau, est-ce que cela a vraiment de l'importance? En ce qui nous concerne, Ah, vous savez, c'est individualisé. Parce que quand on devient riche, on se soucie de son. D'accord, oui, donc tu demandes si c'est une question de réputation individuelle? Et encore une fois, c'est compliqué. Mais l'individu, le concept d'individu n'existait pas avant. On l'a simplement inventé. L'idée que je sois une personne indépendante de ma famille, indépendante de ma communauté, indépendante du monde qui m'entoure, n'avait aucun sens. Quelle était la pire punition qu'on pouvait infliger autrefois? Disons simplement que nous allons nous battre. Je te tue. Exactement. Bannissement. Zimé. Pas la mort, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si je te tuais, la police viendrait m'arrêter et me tuerait. Mais avant, nous ne faisions pas ça. Car le pire que nous pouvions faire était de vous exiler. Il est écrit « tu ne fais plus partie des nôtres ». Vous comprenez? Le concept d'individu n'existait donc pas, n'est-ce pas? Bon, passons à autre chose. Très bien.
Maintenant, je vais vous présenter deux visions du monde. Et vous allez me dire laquelle, selon vous, est la bonne. La première vision, c'est que nous, les humains, n'avons pas de libre arbitre. Nous n'avons pas vraiment de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il existe des dieux puissants. Il y a ces dieux puissants comme Apollon, Dionysos. Le problème, cependant, c'est qu'ils sont aussi contrôlés par d'autres dieux plus puissants, comme par exemple le destin. Fortune. Et puis, il y a ces dieux très anciens qui contrôlent la structure de l'univers. Par exemple, la colère et l'orgueil. Donc, vous connaissez réellement le libre arbitre individuel? Parce qu'il y a toujours un dieu qui vous joue des tours. Tu pourrais devenir riche, mais alors le dieu de l'orgueil te regarde et dit « Non, 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 il faut que j'apprenne une leçon à ce mortel. » Alors le dieu entre en moi, me rend trop arrogant et je fais tout foirer. Donc on est toujours contrôlé par ces forces qui nous dépassent, tu vois. Voilà une première vision du monde. La deuxième vision du monde, c'est celle-ci. Nous sommes des synapses qui génèrent des souvenirs. Nous sommes des souvenirs. Notre compréhension du monde vient de notre expérience, qui est contrôlée par les synapses. Les synapses résultent d'une combinaison d'ADN et d'environnement. Nos gènes et notre interaction avec l'environnement, nos expériences. Et cela signifie qu'on peut désormais avoir le contrôle sur notre propre destin individuel. Si tu es en colère, c'est parce qu'une expérience ou certains gènes t'ont rendu en colère. Et cette colère se renforce dans ta mémoire. Et donc, si tu fais une thérapie adaptée, si tu réfléchis vraiment, si tu fais certains exercices, tu peux mieux contrôler ta colère. Et donc, contrôler ta colère, ton destin. D'accord? Donc, dans la première vision du monde, il y a plein de dieux. Ils sont mauvais et imprévisibles, et nous n'avons absolument aucun contrôle sur notre destin. On ne peut qu'espérer avoir de la chance dans la vie et ne pas énerver les dieux. Dans la deuxième vision du monde, nous ne sommes qu'un ensemble de nos souvenirs, et nous ne sommes que des synapses. Donc si on arrive à manipuler correctement les souvenirs et les synapses, on peut se libérer de tous les problèmes. On peut se libérer de la colère, on peut se libérer de la dépression, on peut se libérer de la souffrance, non. Laissez-moi vous poser cette question. Laquelle de ces visions du monde reflète le mieux la réalité? Évidemment, la deuxième, non? Parce que ça, c'est la neuroscience, c'est la science. Ou la psychologie, ou la psychiatrie, c'est ce qu'on vous a appris à l'école. C'est ce que vous croyez tous. Toute notre société est structurée autour de cette idée même. Et ce que vous allez apprendre dans ce cours, c'est que c'est complètement faux. C'est la première vision qui reflète le mieux la réalité. La première vous donne plus d'informations, vous offre une évaluation plus précise de la façon dont le monde fonctionne réellement. Alors maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Si la première vision du monde, et c'est ce qu'on appelle le polythéisme, et le polythéisme a été la religion dominante pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la religion, c'est la science. La science, c'est en gros une religion. Alors pourquoi avons-nous fait cette transition? Quel est l'avantage? Si vous êtes une personne puissante, qu'est-ce que vous préféreriez? La deuxième plutôt que la première. Pourquoi? Quels sont les avantages pour les personnes puissantes? Qu'est-ce que le pouvoir veut croire? La deuxième option, mais pas la première. Donc l'idée de la responsabilité individuelle. Alors, il n'y a donc plus de contrôle. C'est plus facile de contrôler les gens dans ce système. C'est le premier avantage. Quel est le deuxième avantage? Le deuxième avantage, c'est que vous allez travailler plus dur. Parce que dans le premier système, vous vous dites, tu sais quoi, je n'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Parce que si je gagne beaucoup d'argent, les dieux vont me punir et me rendre orgueilleux. Donc, je vais juste profiter de la vie. Et prendre les choses tranquillement. Alors que dans le deuxième système, non, j'ai le contrôle sur ma propre vie, donc je dois travailler dur. Donc, encore une fois, tout l'objectif de ce système, c'est de vous faire travailler aussi dur que possible. Parce que lorsque vous travaillez dur, cela génère de la vraie richesse pour les puissants. L'argent ne fait rien.
L'argent sert juste à vous motiver à travailler dur. Donc tout cela existe pour vous pousser à travailler plus. Et il y a un autre avantage, ou plutôt il y en a d'autres, mais quel est un autre avantage? L'autre avantage, c'est celui-ci, l'impuissance. Ça vous rend impuissant. Pourquoi? Ce système est conçu pour vous rendre totalement impuissant. Pourquoi? Non, tu vois, encore une fois, c'est comme ça qu'on te lave le cerveau. Tu crois que c'est le premier qui te rend impuissant, mais ce n'est pas vrai. C'est le deuxième qui te rend impuissant. Pourquoi? Quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Pourquoi dans le deuxième cas es-tu impuissant? Qui a le pouvoir de résoudre ce problème? Donc le problème avec le deuxième cas, c'est que tu es incapable d'agir collectivement parce que tu penses que la source de tous tes problèmes, c'est l'individu en toi et non la société. Mais dans le premier cas, tu es capable d'agir collectivement. Et la seule façon de changer le monde, c'est par l'action collective. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un point vraiment important. Le deuxième cas est conçu pour te faire croire que la source de tous tes problèmes est en toi. Vous devriez donc ignorer ce que font et pensent les autres. Cela ne vous importe pas. Et par conséquent, vous êtes incapable de vous identifier aux autres. Vous êtes incapable d'action collective. Si vous êtes incapable d'action collective et que vous vous sentez vraiment malheureux, vous passerez votre journée à jouer aux jeux vidéo ou à regarder du porno. Et c'est ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Ouais. Et ce n'est pas seulement une question de choix, mais bien plus encore. Donc deuxièmement, qui a l'autorité? Qui écoutes-tu? Écoute les scientifiques, non? Mais certitude. Parce que ce système a été créé par des scientifiques pour te tromper. Ce système, tu te dis, oh c'est la science, donc ça doit être vrai. Les gars, laissez-moi vous donner un conseil, d'accord? Si jamais vous vous sentez triste et déprimé, que devriez-vous faire? Que devriez-vous faire? Qu'est-ce qu'on vous a appris à faire? Tu te sens triste, t'es déprimé, que devras-tu faire? D'accord, oui, la bonne réponse, c'est de marcher un peu. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a appris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on t'a appris à faire? Bon, parler à ton ami, à tes parents, c'est vraiment bien, non? Donc, marcher, faire de l'exercice, se reposer, parler de ton problème à un ami, tout ça, c'est vraiment bien. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris à faire à l'école? Vraiment? Si tu te sens vraiment, vraiment triste, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais aller parler à un psychiatre, non? Tu devrais parler à un psychologue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Bon, je vais te donner un conseil, d'accord? Tu peux l'essayer toi-même. Mais si tu te sens triste et que tu te sens déprimé, que tu penses devoir parler à un psychiatre et que tu le fais, je te parie que le psychiatre va empirer les choses. Tu te sentiras encore plus mal après avoir parlé à un psychiatre. Et la raison fondamentale de tout cela, c'est que le système n'a absolument pas été conçu pour te permettre de guérir définitivement tes problèmes. Le système est fait pour te rendre dépendant de l'autorité. Tu sais, si tu te sens triste, eh bien, tu sais quoi? Va juste te promener, parle à un ami, tu te sentiras mieux avec le temps. Mais le système t'apprend que non. Si tu te sens triste, va parler à un psychiatre qui va te donner des médicaments. C'est fait pour te rendre dépendant de l'autorité, tu vois. Je voudrais... Savoir si, comme dans le premier scénario, Dieu... Il deviendra également... Dieu sera aussi un père pour nous. C'est vraiment une excellente question, d'accord? Dieu, c'est l'autorité. D'accord, c'est vraiment une excellente question. Merci beaucoup. Donc, je dois prendre le temps de t'expliquer les deux systèmes, et je vais le faire. Mais ce qui est vraiment important dans le premier cas, c'est que les dieux sont vraiment de mauvaises personnes. Les dieux du premier cas, dans le système polythéiste, se disputent tout le temps. Ils sont vindicatifs. Ils sont en colère. Ils sont orgueilleux. Mais comme ce sont des dieux, ils peuvent s'en tirer comme ça. Et c'est ça, la différence entre les humains et les dieux. On est tous pareils. On est tous en colère. On est tous jaloux. On se dispute tous. Donc, la façon dont le monde fonctionne, c'est que nous percevons le monde, nous percevons le noumen et nous le transformons en phénomène pour pouvoir le traiter. Mais les dieux peuvent s'en sortir. Les humains, non. Les dieux peuvent faire preuve d'hubris.
Nous ne pouvons pas faire preuve d'hubris. Vous comprenez? Donc l'idée que les gens au pouvoir sont bienveillants, les gens au pouvoir sont des figures d'autorité qui agissent dans notre intérêt. Ça, c'est un concept nouveau, moderne. Avant, on partait du principe que le roi est roi. Pourquoi? Parce qu'il est favorisé par les dieux. Ce n'est pas parce que c'est une bonne personne, ce n'est pas parce que c'est un dirigeant juste, c'est juste parce que les dieux l'aiment bien, pour une raison ou une autre. Mais devinez quoi? Les dieux donnent et les dieux reprennent. Peut-être qu'aujourd'hui, le roi va le gouverner, mais peut-être que dans 5 ans, il n'aura pas de chance et les dieux le feront mourir. Tant pis. Si vous lisez la mythologie grecque, et c'est ce qu'on fera dans ce cours, on va aborder la civilisation grecque. On va s'intéresser à Oedipe. On va aussi étudier Homère, l'Iliade. Il parle de ça tout le temps. Le destin est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui t'arrive. Et donc, il faut vivre sa vie du mieux possible. Donc, la différence est la suivante. La différence se trouve dans le premier point. Ils ont un concept appelé eudaimonia. Si vous n'avez aucun contrôle sur votre destin, si des choses peuvent vous arriver demain et vous tuer, alors vivez votre vie du mieux possible aujourd'hui. Profitez du jour présent. Soyez la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Et c'est ainsi que vous gagnez la faveur des dieux. Ce que nous appelons l'eudaimonia, l'épanouissement. Le but de la vie, c'est de la vivre du mieux que l'on peut. Et c'est pourquoi, devinez quoi, les anciens, les Grecs, ils nous étaient supérieurs. Si vous lisez la littérature grecque, si vous lisez la philosophie grecque, Platon, Homère, Échide, Eubatès, ils étaient les meilleurs. Aujourd'hui, on est nuls. Pourquoi? Parce qu'au lieu de l'eudaimonia, nous avons le plaisir. Plutôt que de nous épanouir en tant que personne créative, on se demande comment puis-je profiter de ma vie aujourd'hui? Comment ne pas me sentir triste? Donc, dans le premier système, même si on a l'impression de ne pas avoir de contrôle, de ne pas avoir de pouvoir d'agir, cela nous inspire à vivre du mieux que l'on peut. Dans le deuxième système, on se dit « Ah, tu as un contrôle total sur ta vie. Ça nous a servi. » Passons maintenant au troisième et dernier exemple. Et je sais que c'est choquant, je sais que c'est surprenant, mais au cours du semestre, je vous donnerai suffisamment de preuves pour vous convaincre que tout cela est vrai. Mais aujourd'hui, je fais que mettre en place la structure et le cadre. Très bien. Passons maintenant à l'école. Les gars, pourquoi on a l'école? Pourquoi sommes-nous à l'école? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici? Quoi? Parfois, il faut apprendre et enseigner. Exactement, n'est-ce pas? Apprendre. Quoi d'autre? Oui, pour obtenir le diplôme. Une fois que vous aurez obtenu votre diplôme, oui, une fois votre diplôme en poche, qu'est-ce qu'il vous reste à accomplir ensuite? Connaissance. Oui. Dani? Voici le tout premier pouvoir que nous allons découvrir ensemble. Possibilité de lavage de cerveau. Les étudiants, excusez-moi, j'ai l'impression que ça donne une chance au pouvoir de leur laver le cerveau. Lavage de cerveau. Bon, devinez quoi les gars? La bonne réponse est le lavage de cerveau. Tout le reste est mensonge. Très bien. Que fais-tu à l'école? Tu viens en cours, t'écoutes un cours magistral, tu lis des livres, c'est ça? Et ensuite, tu dois passer un examen. Et tu dois rédiger un devoir, puis le professeur te met une note. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend, non? Laissez-moi vous poser cette question alors. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, comment apprenait-on? Si tu voulais devenir médecin, qu'est-ce que tu faisais? La réponse, c'est l'expérience. Faire les choses soi-même, c'est ça. Laissez-moi vous poser cette question. Disons que tu as 12 ans. Tu veux devenir médecin? 2 chemins s'offrent à toi. Le premier chemin, c'est, tu sais quoi, je vais simplement te mettre dans un hôpital. Et tu vas apprendre là-bas pendant, disons, 10 ans. Quelqu'un va te prendre sous son aile. Tu vas être l'apprenti de cette personne. Peut-être que la première année, tout ce que tu fais, c'est laver le sol. Mais tu vas observer le médecin. Et puis, avec le temps, le médecin va commencer à t'expliquer comment soigner les patients. Ça, c'est le premier système. Le deuxième système, c'est que tu vas dans la meilleure école du monde. Ensuite, tu vas à Harvard pour tes études universitaires.
Puis tu vas à la Harvard Medical School, la meilleure école de médecine du monde. À 30 ans, qui est le meilleur médecin? Le numéro 1 ou le numéro 2? Évidemment, le premier, non. Parce que la deuxième personne, celle qui est allée à Harvard et à la Harvard Medical School, n'a jamais travaillé dans un hôpital. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. Dans le premier système, il faut être vraiment, vraiment intelligent pour être un bon médecin. En fait, non. N'importe qui peut devenir médecin dans le premier système. N'importe qui. Nous, les êtres humains, naissons tous avec la capacité d'apprendre n'importe quoi, si on veut vraiment l'apprendre, non? Tu peux devenir ingénieur, tu peux devenir avocat. Si tu veux être médecin, tu peux devenir scientifique. Tu peux être ce que tu veux. Il suffit de trouver un mentor qui peut t'apprendre comment faire. Et je te garantis que tu apprendras à bien le faire. Et tout le monde peut faire ça. Mais à la place, on a un système dans lequel on dit aux élèves « t'es intelligent, t'es stupide ». Les élèves intelligents vont dans de bonnes écoles et de bonnes universités et ils trouvent de bons emplois. Les élèves stupides vont faire la vaisselle. Et ça, ce n'était pas vrai pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité. C'est vrai aujourd'hui, mais pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, si tu voulais apprendre quelque chose, tout ce que tu avais à faire, c'était de trouver un professeur. Et ce professeur t'enseignait et ensuite tu l'apprenais, non? Donc, l'école n'est pas un endroit où l'on t'apprend à apprendre. Une école ne t'enseigne pas le savoir. Elle ne fait pas ça. L'école est un lieu où l'on te lave le cerveau. La question c'est, à quoi te lave-t-on le cerveau? En quoi te conditionne-t-on? Bon, pour répondre à ça, je vais te donner un peu d'histoire. On va faire pas mal d'histoire dans ce cours. Mais je vais te raconter Il y a 3 sociétés qui ont été les premières à instaurer l'école publique gratuite et obligatoire dans le monde. La première s'appelle Sparte. Sparte était une petite cité-État en Grèce il y a 3 ou 4 000 ans, 3 000 ans environ. Et ils avaient mis en place un nouveau système où les enfants, dès l'âge de 5 ou 6 ans, étaient envoyés à l'école. Et à l'école, ils se faisaient frapper par des enfants plus âgés, qui avaient 9 ou 10 ans. Voilà, ça c'est Sparte. La deuxième société s'appelait les Aztèques. Et eux aussi offraient une éducation gratuite et obligatoire à tous leurs enfants. C'est vraiment bien, non? Et la troisième société s'appelle la Prusse. Et en fait, le système prussien est celui que tout le monde utilise aujourd'hui. Vous connaissez un peu l'histoire? Qu'est-ce que ces 3 sociétés ont en commun? Sparte, les Aztèques et la Prusse? Qu'est-ce qu'elles ont toutes les 3 en commun? La guerre. Les 3 sociétés sont fondamentalement des sociétés guerrières, vouées à vaincre leurs voisins. Sparte était l'une des milliers de cités-d'État en Grèce. La seule société parmi ces milliers à avoir instauré l'éducation obligatoire. Pourquoi? Parce que Sparte était avant tout engagée dans la guerre. Sparte, vous avez entendu parler des Spartiates, non? C'est le guerrier spartiate. Bon, les Aztèques. Ils étaient la plus grande société guerrière d'Amérique centrale avant de rivaliser avec les Européens. Ils ont vaincu tout le monde. Ils étaient engagés dans la guerre. Ils pratiquaient aussi beaucoup de sacrifices humains. On apprendra plus tard sur les Aztèques. La Prusse, les Prussiens, la plus grande puissance militaire d'Europe pendant des siècles. Eux aussi étaient engagés dans la guerre. Vous comprenez? Si nous avons des écoles, c'est parce qu'elles sont très efficaces pour préparer les gens à la guerre. Pourquoi? Pardon? Dans ce contexte particulier, ces individus exercent une forme de responsabilité et d'autorité sur un groupe de personnes, et ils ont pour mission de transmettre des connaissances et d'enseigner un savoir-faire spécifique de manière structurée et pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un? Pourquoi? Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi? Ils n'avaient pas d'école avant. Pourquoi les gens disaient-ils on ne veut pas d'école? Pourquoi? Encore une fois, Sparte, les Aztèques et la Prusse étaient parmi les rares sociétés à avoir une éducation publique gratuite. Pourquoi les autres sociétés ne les ont-elles pas tout simplement copiées? Pourquoi? Très bien.
Laissez-moi vous poser cette question. Disons simplement que vous êtes une mère ou un père et que vous avez un enfant, n'est-ce pas? Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver dans la vie? Qui? Non, non. Votre mère ou votre père? Vous avez un enfant, n'est-ce pas? Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver dans la vie? Votre enfant? Vous êtes enlevé, n'est-ce pas? Que fait l'école? L'école est conçue pour vous enlever votre enfant. Laissez-moi vous poser cette question. Si l'école sert à apprendre, pourquoi les parents et les enfants ne vont-ils pas à l'école ensemble? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que les parents. Ils doivent travailler pour survivre, non? En réalité, il y a une meilleure raison. D'accord, c'est une question de lavage de cerveau, non? Car comment lave-t-on le cerveau de quelqu'un? Si tu es avec tes parents, vas-tu subir un lavage de cerveau? Non. Parce que tu te sens aimé, tu te sens en sécurité, tes parents vont te protéger. Tu vas demander à tes parents, hey, est-ce que ce professeur me ment? Et ton parent te dit, ouais, il te ment. C'est uniquement parce que vous avez été séparés de vos parents. Vous êtes maintenant prêt à subir un lavage de cerveau. Pourquoi? Car que se passe-t-il si vous quittez vos parents? Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Oui, exactement, n'est-ce pas? Précaire. T'es anxieux? T'as peur? Vous comprenez? Vous avez perdu votre parent. T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans. Vous avez perdu votre parent? Tu te sens vraiment en insécurité? Alors, à qui faites-vous confiance? Votre professeur. Ce que dit votre professeur est maintenant correct. Oui, d'accord, c'est un très bon point. Nos parents ne sont-ils pas eux aussi conditionnés? C'est vrai, vos parents sont conditionnés. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un parent est avec son enfant, l'enfant se sent en sécurité. Et si t'es en sécurité, t'es beaucoup plus enclin à désobéir à l'autorité. T'es beaucoup plus enclin à poser des questions. T'es beaucoup plus enclin à réfléchir par toi-même parce que tu te sens en sécurité, parce que ton parent est là pour te protéger. Et si tu retires le parent, tu peux plus faire ça. Tu dois maintenant compter sur l'enseignant, qui peut alors te conditionner. Est-ce que vous pensez être véritablement conditionné? Est-ce que je suis en train de te conditionner? Je pense que c'est aussi un métier. Donc, la question c'est, est-ce que je suis en train de vous conditionner? C'est une bonne question. Et c'est une question légitime. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous avez la capacité de me poser des questions. Vous avez la capacité de me remettre en question. Vous en êtes capable de réfléchir par vous-même. Tout ce que je dis, c'est écoutez-moi, posez-moi des questions, et ensuite réfléchissez par vous-même pour savoir si ce que je dis a du sens ou non. Parce que la différence entre mon cours et les autres, c'est que moi, je vous fais pas passer de test. Vous voyez? Je vous mets pas de notes. C'est un cours validé ou non validé. Vous pouvez très bien choisir de dire, vous savez quoi? C'est n'importe quoi. Je n'ai plus envie d'écouter. Je peux pas vous en empêcher. Mais à l'école, devinez ce qui se passe si vous n'y allez pas. Vos parents se font arrêter. Vous comprenez? C'est ça la différence. C'est à vous de choisir si vous voulez faire attention ou pas. Très bien. Alors, une autre question. D'accord, si les écoles sont faites pour vous laver le cerveau, à quoi essaient-elles de vous conditionner? Eh bien, elles sont faites pour vous faire croire à un concept qu'on appelle l'État-nation. L'État-nation. Les écoles sont conçues pour vous conditionner à penser que l'État-nation existe. C'est une personne, la mère patrie, la Chine. Vous devez aimer cette personne. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour cette personne. Vous devez être prêt à vous dévouer à cette personne parce que c'est la mère patrie, la Chine. Et comment on vous lave le cerveau? On vous enseigne la langue, non? Il vous enseigne l'histoire. On vous enseigne la géographie. On vous enseigne tout ça pour vous faire croire que la nation, l'État, la mère patrie, la Chine, les États-Unis, la France, tout ça existe. Mais devinez quoi? Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, il était absurde de penser que l'État-nation existait. Avant, on disait pas je suis chinois. Avant, on disait je suis pékinois, ou je viens de Haidian, ou je viens de Chaoyang. Non, parce que ça a plus de sens. Vous venez d'un endroit où vous connaissez les gens. Mais maintenant, à cause de l'État-nation, on vous force à croire que vous êtes la même personne que quelqu'un du Yunnan, du Tibet ou du Guangxi. Alors que, c'est vrai les gars, vous n'avez absolument rien en commun. D'accord, mais vous êtes tous chinois. Et c'est exactement à ça que sert l'école.
L'école est faite pour vous implanter un faux souvenir d'une nation, d'un État. Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est la fausse mémoire d'une nation, d'un État. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on vous oblige tous à aller à l'école. Il est tout à fait possible que ce soit effectivement le cas ici. Ils Veulent aussi que vous pensiez au diplôme. Le but de l'école est de servir la nation et l'État. Tu comprends? Est-ce que ça a du sens? Si tu crois en l'État-nation, si tu crois en la mère patrie, la Chine, alors tu dois la servir, tu dois te battre pour elle, tu dois mourir pour elle. L'idée de l'État-nation a été créée pour te rendre obéissant à l'autorité. Et ça marche très bien, non? Tous les pays sont des États-nations. Je dis pas que la Chine est différente des autres pays. La Chine est exactement comme partout ailleurs, d'accord? Ce que vous apprendrez dans ce cours, c'est comment parvenir à cet endroit. Parce que, encore une fois, les trois choses que nous apprenons, argent, la nation, l'État, ce sont là des idées et des concepts qui dépassent l'expérience humaine. Si vous essayez de comprendre cela à partir des premiers principes, si vous essayez de le découvrir par vous-même, vous n'y arriveriez pas. Il faut être conditionné pour croire en ces trois choses. Si quelqu'un du passé, disons d'il y a 1000 ans, arrivait aujourd'hui et que vous lui expliquiez le concept d'argent, d'individu et d'État-nation, cette personne dirait attendez une minute. Cela veut dire que vous êtes tous des esclaves. Alors, la question maintenant, c'est d'où viennent ces trois concepts? Au cours de cette leçon, ce que vous allez découvrir et apprendre en détail, c'est que ces trois concepts fondamentaux et essentiels sont en réalité issus d'une véritable révolution majeure dans l'histoire de la pensée humaine, que l'on appelle communément le monothéisme. Le Dieu unique et véritable. Cette idée, le monothéisme, a changé à jamais le cours de l'histoire humaine. Et c'est elle qui nous a donné ces concepts d'argent, d'individu et d'État-nation. Le monothéisme est une idée tellement puissante qu'elle a transformé le néant. C'est ce que vous allez apprendre dans ce cours. Nous allons étudier le monothéisme et découvrir comment il a créé l'argent, l'individu dans l'État-nation. Et en fait, il a essentiellement créé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est entendu pour cette partie. Est-ce que vous auriez des questions à me poser à ce sujet? Donc il y a trois grandes religions métaphysiques, n'est-ce pas? Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce que je vous montrerai plus tard, c'est qu'en fait c'est essentiellement la même religion. Oui, très bien. Bon, je ne veux pas vous donner trop d'informations, parce que ça fait beaucoup à assimiler. Mais je veux que vous reteniez les concepts. L'argent, l'individu et l'État-nation sont tous des concepts puissants qui sont ancrés dans la vie quotidienne. On ne peut pas y échapper. Vous avez été conditionné à penser qu'ils existent tous, alors qu'en réalité, ils n'existent pas vraiment. Et c'est comme ça que le pouvoir fonctionne. Ce qu'est le pouvoir, d'accord, ce qui est vraiment le pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'alchimie. L'alchimie, à travers l'histoire de l'humanité, c'était la quête de transformer le plomb en or. Transformer le plomb en or. Transformer le rien en tout. C'est ça, l'alchimie. Et peut-être qu'en cours de science, on vous a appris que l'alchimie était une fausse science, une pseudo-science et que ça ne marchait pas. Ce que vous allez apprendre dans ce cours, c'est que nous réalisons l'alchimie. D'accord, on transforme le rien en tout. On transforme le plomb en or, ou en tout cas, c'est ça, le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de transformer le rien en tout. Le pouvoir, c'est la capacité de vous faire croire que l'argent a de la valeur, que l'individu peut mener au bonheur, que l'État-nation existe. C'est ça, le pouvoir. Et c'est pourquoi, en conséquence, aujourd'hui, nous menons tous des existences qui sont devenues extrêmement misérables et difficiles. On vous a donc appris à penser que la vie ne fait que s'améliorer. Ce que vous allez apprendre dans ce cours, c'est qu'en fait, eh bien non. Et ce qui est vraiment important, c'est que vous allez aussi apprendre dans ce cours que tout cela est arrivé par accident. C'est un accident. C'est un accident d'imagination humaine. C'est parce que nous ne savions pas ce que nous faisions que nous avons créé ce système. Donc,
Ce que vous allez aussi apprendre, c'est que si vous êtes capable de contrôler l'imagination humaine, vous pouvez l'utiliser pour créer un nouveau système qui permette l'eudaimonia, ou l'épanouissement de l'intellect humain. Bon, eh bien voilà, c'est tout pour le moment.